Merci à tous, vous les bibliothécaires, d'être encore venus nombreux à notre 34e matinale pro. Ça avance. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, à BDNet, nous avons toujours eu conscience de l'importance que revêtait la bande dessinée jeunesse. On a nous-mêmes un vrai rayon jeunesse en bande dessinée. Il est tellement facile de mettre entre les mains des plus jeunes un écran à travers une tablette ou une console de jeu, permettant aux parents d'être tranquilles. Je ne juge pas. Mais on sait aujourd'hui, et les pédiatres le disent, parce que je suis grand-père, alors je le sais, que ces machines peuvent être nocives pour les plus jeunes. Il paraît. Non, il paraît. Non. Les écrans. Ah, les écrans, non, oui. c'était les BD. Non, je me suis dit, mais il est malade. Ah, je me suis mal exprimé alors. J'ai parlé des tablettes. Elle veut me piéger. À chaque fois. D'accord, non, je sais. Mais on sait... on connaît au contraire, et je ne vous apprends rien, les vertus de la lecture dès le plus jeune âge, et notamment le développement de l'imaginaire. Mais on sait aussi, face à toute la pression médiatique, les difficultés que l'on peut avoir à mettre les livres entre les mains des enfants. C'est pourquoi je pense que la bande dessinée fait office de sauveur, permettant d'inciter à la lecture. Alors, je me répète à chaque fois, peut-être je vous l'ai déjà dit. C'est d'ailleurs pourquoi le nombre d'enseignants, beaucoup d'enseignants aujourd'hui, utilisent la bande dessinée comme outil pédagogique. Et je trouve que cette mission est parfaitement réalisée par les éditions de La Gouttière. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à passer commande d'ouvrages de cette maison d'édition. Donc avec Guillaume, il nous a paru important d'inviter Pascal Mériot, qui est donc le directeur éditorial des éditions de La Gouttière, et que je connais depuis de très très longue date. 20 ans, 25 ans, je sais pas. J'achetais sur Minitel. Ah oui. Des choses, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et des timbres il y a bien longtemps. Et on s'était rencontrés à la librairie d'ailleurs. Voilà. Donc je vais lui donner la parole, mais avant, je voudrais vous dire que Jean-Pierre, malheureusement, est parti vivre en province, donc il nous a quittés. Non, pas normal, et je suis très triste, mais c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, c'est Mathieu qui le remplace, qui est là-bas. Voilà, bonjour Mathieu. Voilà. En librairie, Céline aussi est partie pour faire la même chose. Incroyable. Donc, vous vous rappelez de la petite Céline? Voilà. Elle n'est pas contente. Voilà, qui est partie aussi, qui va vivre, elle, à Nantes. Voilà. Et donc remplacée par Charlotte, vous la verrez en librairie. Donc je vais passer la parole à Pascal, qui va nous parler un peu de tout son univers et nous faire partager un peu son enthousiasme sur la bande dessinée. Un grand merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Et puis surtout, c'est la première fois que quelqu'un m'autorise à avoir des bibliothécaires pendant 2 jours, donc vous avez accepté qu'on travaille ensemble sur cette question de la bande dessinée jeunesse. C'est ça? 2 jours. 2 jours. Il faut ça de toute façon pour... Non, c'est 1 heure. Il veut rester 2 jours en fait. Donc je vais vous parler effectivement un petit peu, avant de parler du catalogue Gouttière proprement dit, de là d'où l'on vient, parce que ça en dit long sur les choses qui nous ont amenés à travailler sur cette maison d'édition. Avec quelques amis, il y a ça 24 ans, j'ai créé un petit salon à Amiens, et puis, je sais pas, sur un malentendu, Enki Bilal a fait l'affiche, et puis Jean Roba, le papa de Bouléville, et puis il y a eu du développement culturel autour de tout ça. Et je vous dois, à vous, le monde des bibliothèques, aujourd'hui, ce qu'est devenu la structure, puisque c'est à partir de la bibliothèque départementale de la Somme, à l'époque, qu'on a créé les premiers outils, que j'ai mené les premières formations d'adultes auxquelles j'ai jamais été confronté, en me disant j'y vais une fois, mais évidemment je n'ai rien à dire, et puis il s'est trouvé que
voilà, j'ai trouvé 2-3 choses à raconter et qu'ils avaient l'air de trouver ça intéressant. Et puis une première fois, on m'a dit ça serait bien de créer une exposition de médiation sur la bande dessinée. Angoulême, pour mille et une raisons, ne s'est pas lancé dans ce développement d'outils de médiation, en particulier pour les structures de taille moyenne et petite. Et puis donc on a fait une première exposition thématique sur l'adaptation littéraire en bande dessinée, puis une seconde sur le voyage, sur l'autobiographie, et puis on est rentré après dans d'autres logiques sur lesquelles je reviendrai. Donc la stimulation par le monde des bibliothèques venait de l'angle suivant, de ce directeur de bibliothèque départementale qui disait « j'ai des spécialistes du livre, mais pas forcément de la bande dessinée, ils ont besoin d'essayer de comprendre mieux les codes de la bande dessinée en particulier, ils ne sont pas tous lecteurs, on s'en fout, de comprendre les courants, de comprendre ce qui se fait. » Donc il y avait ça d'un côté, cette stimulation. Et puis sur le salon qui est devenu un festival depuis, dont je peux vous montrer rapidement l'affiche, alors j'ai pas de matériel de communication là, mais la 24e édition aura lieu les 1er et 2 juin à Amiens, et même tout le mois de juin. 90 auteurs invités, c'est Enrico Marini qui a réalisé l'affiche. Et il y aura une exposition également d'une série débutante, Black et Mortimer je crois, ça s'appelle, avec un livre un peu événement, puisqu'il est réalisé par Françoise Cuyten, Jaco van der Maal, Thomas Gunzig et Laurent Durieux, et pour faire partie des rares personnes sur Terre à l'avoir lu, c'était une et donc il sera exposé sur le festival avec les auteurs, avec une journée pro également, je pourrais vous reparler de ça dans la deuxième journée. Sur le festival lui-même, assez rapidement, on a eu des bénévoles qui avaient cette fibre jeunesse et qui ont aussi très rapidement percuté sur le fait que la bande dessinée jeunesse, on ne pouvait pas la traiter en termes d'exposition comme une exposition pour adultes, il fallait qu'il y ait de l'interaction, de la kinésie, des tables lumineuses, des scratchs, des magnettes, des choses à faire, des tables à dessin. Et donc on a développé cette fibre, on a travaillé sur des séries à l'époque qui sortaient, qui étaient extrêmement encourageantes. Par exemple Delcourt Jeunesse dans les tout débuts où on voyait arriver Petit Vampire, on voyait arriver Max Césorier en se disant ça y est enfin, la passerelle entre le monde de l'album jeunesse et puis le monde de la bande dessinée. Ça n'a pas été aussi simple que ça, et c'était une conversation qu'on avait avec Marc tout à l'heure sur comment elle fonctionne cette passerelle-là, est-ce que les lecteurs vont naturellement de l'un à l'autre, certains oui, d'autres non. Et donc en travaillant sur cette interactivité, aussi comme Jojo, des auteurs ont commencé à nous dire mais c'est bizarre, vous en savez plus, entre les formations et les expositions, vous en savez plus sur la bande dessinée jeunesse que nos éditeurs traditionnels qui vont faire pendant 2 ans comics, qui vont passer à Polar, bande dessinée contemporaine, autobiographie, puis qui vont travailler sur la jeunesse. Il y a un langage spécifique, il y a une attention particulière à porter en particulier aux questions de narration, pour que tout soit fluide. Et puis, donc des auteurs nous ont dit que ça serait bien que vous éditiez. Et on s'est dit on ne peut pas être à la fois un festival qui reçoit des auteurs, et puis de l'autre côté une structure qui produit, et puis au bout de 2-3 ans d'assistance, notre ego a sûrement été flatté, vous avez sûrement raison. Et on a créé en 2008 les éditions de la Gouttière, en ayant l'idée très très ambitieuse de ne faire qu'un livre par an, et de systématiquement l'environner d'expositions interactives, puis plus tard de fiches pédagogiques pour les enseignants, de livrets d'activités, de kamishibai, de théâtre d'ombre, enfin bref, de plein de choses qui le fassent vivre de façon comparable à ce qui existe autour du monde de l'album illustré. On a donc sorti, on a passé un temps, une année, on a réfléchi, on a sorti en 2009 Petite souris, grosse bêtise de Cocor et Loïc Dauvilliers. Et puis ça a plutôt bien fonctionné, et donc l'année suivante, on a sorti une autre bande dessinée, La Carotte aux étoiles, une bande dessinée à laquelle on tient encore énormément aujourd'hui, une fable politique sur le monde comme il va, mais jeunesse, avec Riff au dessin. Et puis à partir de là, c'est quelques rares albums dans les rayonnages et chez les libraires ont donné envie à d'autres de nous faire des propositions, et on est arrivé à des choses qui ont fait que d'un petit public, tout cela s'est un petit peu étendu. Donc voilà un petit peu les bases, on vient de cette dimension un peu militante, en se disant peut-être qu'il manque des créneaux sur la bande dessinée jeunesse. Et je vais raconter deux histoires qui concourent à cette idée que peut-être là où on a été, là où on est aujourd'hui, il manquait un petit quelque chose. La première, c'est une grande aventure qui a amené à une bande dessinée que vous connaissez probablement, qui est Petit Poilu. Voilà. Je suis toujours très ami avec Denis Lapierre, qui est scénariste, qui a fait d'excellentes bandes dessinées jeunesse chez Dupuis, et en particulier, pourquoi ne me reviennent-elles pas là, Oscar et Ludo, et qui avaient eu cette intuition de dire qu'il faut absolument qu'une maison d'édition comme Dupuis, qui est réputée être une maison d'édition jeunesse, il faut absolument qu'elle soit capable d'aller chercher le lecteur de demain. Existera-t-il? Tu parlais du monde des tablettes, du monde du numérique. Est-ce qu'il y aura encore des jeunes qui auront envie d'ouvrir des livres et de s'isoler avec des livres plus tard? Peut-être que ça se travaille dès le plus jeune âge. Avec le savoir-faire qu'on a dans la maison, on va travailler sur la bande dessinée sans texte. Et sur la bande dessinée pour ce qu'on appellerait de façon un peu barbare les primo-lecteurs.
primo-lecteur de bande dessinée avec texte. Donc il crée 2 collections, Punaise pour les bandes dessinées avec texte et Puceron pour les tout petits. Punaise, très rapidement, ils s'aperçoivent que c'est un peu fourre-tout, qu'ils ont mis des bandes dessinées pour des 7 ans, des 8 ans, des 9-13. Bon, alors on démantèle. Et puis Puceron, il y a l'enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, un énorme défaut, ce n'est pas un très bon consommateur, il ne rentre pas dans les librairies spécialisées en disant « alors qu'est-ce qu'il y a pour moi cette semaine ?» et ne faisant pas ça, et n'ayant pas d'habitude de consommation de ces bandes dessinées-là du côté des parents, du côté même des prescripteurs, eh bien la collection, assez rapidement, s'est arrêtée, sauf Petit Poilu, d'abord par ses qualités, mais il y avait d'autres séries de très grande qualité, et puis aussi par l'entêtement des auteurs, il faut le dire, Pierre Bailly, qui toutes les semaines allait sur des salons, il faisait des ateliers, il sortait 2 albums par an, et finalement il a réussi à imposer cette nécessité de Petit Poilu, mais il se trouve un peu isolé, un peu tout seul. C'est comme si sur la science-fiction, il y avait eu Valérian, et puis plus personne n'avait jamais fait de science-fiction en se disant non, c'est un accident industriel, ça ne marchera jamais, les gens ne s'intéresseront pas à ça. Donc on savait qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus, on y a été, et puis on sait aussi qu'il y a quelque chose à faire sur ces bandes dessinées, là pour les jeunes lecteurs. Donc voilà un petit peu la philosophie globale de la maison d'édition. Et puis à ça s'est ajouté, et hélas le poids des valises m'a empêché de venir avec, donc là il faudra, alors je ne sais pas comment tu communiques ensuite avec ces bibliothécaires, mais si on peut faire envoyer des liens par rapport à un catalogue en ligne par la suite. Donc selon le temps dont nous disposerons, et la vitesse et le débit auquel j'irai, et le fait qu'à un instant il y aura un accident de discours ou pas, on verra. Mais on pourra revenir sur cette question de la médiation, puisque aujourd'hui on a créé 7 expositions interactives qui peuvent être louées ou achetées par des bibliothèques départementales, qui peuvent être mutualisées aussi entre plusieurs bibliothèques. On va en être au 3e Kamishibai, on a 3 théâtres d'ombre. On travaille actuellement sur des structures de communication alternative augmentée du type FALC, facile à lire et à comprendre, sur un langage particulier qui s'appelle le Makaton. On va en avoir fait 3. C'est des sortes de Kamishibai, mais géants. On fait de la formation autour de ça. Bref, on environne la plupart de nos livres. Oui. Pardon, peut-être une précision, qu'est-ce que c'est qu'un Kamishibai? Un Kamishibai. Tout le monde sait là. Alors, un Kamishibai, c'est une technique narrative d'origine japonaise. Et à l'époque, les conteurs allaient de ville en ville avec un vélo, et attachés sur l'arrière du vélo avec des sangles, un petit théâtre qu'on peut ouvrir et dans lequel on peut glisser des fiches, des images. Et au dos de ces images, la technique pour éviter que le conteur en question n'ait à mémoriser de longs récits, c'est qu'au dos de chaque image, il y a un petit visuel de l'image qui est en train de voir le lecteur et le texte qui va avec. Ce qui fait que ces conteurs pouvaient partir avec 10, 15, 20 récits, une sorte de cinéma, et donc on change d'image. Il faut que l'image corresponde à une séquence du récit. Et l'intérêt du Kamishibai, ça peut être un intérêt de conteur, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est de faire le lien avec le livre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de l'animation pour l'animation, mais une animation qui donne envie ensuite de lire le livre qui va avec. Et dans la même logique, on a également créé 2 tapis narratifs, un sur Aniki et un sur Hugo et Kagou. Donc tout ça, je balancerai les liens par vos intermédiaires, et puis vous recevrez ça. Il y a plein de catalogues en ligne, il y a des vidéos en ligne, il y a des photos de tous ces éléments-là, si vous avez envie d'aller plus loin, je ne peux qu'espérer, autour des éditions de la Gouttière. Ce sont effectivement des outils, à la fois pas que pour la Gouttière, mais également des outils d'animation. On a même été amené, par rapport à la demande extrêmement forte, à créer une structure de diffusion. Tout cela, ça s'appelle la bulle exposition, et donc j'ai une équipe dédiée qui ne fait que ça tout au long de l'année. Alors, venons-en maintenant au catalogue de la Gouttière. On n'avait pas l'intention, on a sorti 17 bandes dessinées l'année dernière, on ne savait pas qu'on allait vers ça, donc on n'est pas parti d'une grille raisonnée en se disant il nous faudra absolument des bandes dessinées pour les 2-3 ans pour conquérir ce marché dans le monde, et puis absolument ceci et cela. On parle de propositions artistiques, mais petit à petit, il se trouve que tout cela a fini par créer une cohérence, donc dans le catalogue de cette année, dont on est assez content, à la fois plastiquement et en termes de contenu, dans ce catalogue témoigne. Et donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de balayer un petit peu tout ça, de balayer les séries les plus marquantes, ou les livres les plus marquants pour nous, petit à petit. Maintenant, à la fois pour respirer 2 secondes, et puis évidemment pour ne pas être dans un discours en sens unique, je serais assez intéressé de savoir qui, déjà simplement en levant la main puis après par la parole, qui connaît au moins une bande dessinée des éditions de la Gouttière dans ces bibliothèques. Voilà. J'ai fini le temps où je n'étais que dans le militantisme. Il y a une personne, merci madame, d'avoir acheté sur les grosses bêtises. Là non, effectivement, vous en avez une connaissance. Et est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous en percevez? Moi, je vais vous dire aussi que j'utilise la bulle exposition. D'accord. Donc, ce sont des expositions. Il y en a d'autres qui utilisent la bulle exposition. Pardon. Oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu recours? L'exposition, je vous conseille absolument
Ce sont des expositions interactives. C'est formidable, il y a des maillettes, enfin, c'est en lien avec les expositions. J'ai emprunté, j'ai vu l'avion Anouki, comme c'est le sans texte, pour les plus petits. Donc on peut dessiner en fonction de ce qu'on nous propose sur les panneaux. Et aussi, il y a des maillettes que vous pouvez placer. Franchement, contactez la Bulle Expo. Et là, en ce moment, on a l'expo Jeux de môme en lien avec les BD dessus-dessous et... je ne sais plus l'autre BD. Mais en tout cas, Ça se passe. Voilà, ça se passe. Et donc, ça marche très très bien. Alors vous avez les liens tout à la fin très du catalogue, bien. à l'école, retrouvez aussi en médiathèque. Et puis, suite à cette rencontre, si vous voulez nous contacter directement, on vous envoie le catalogue papier aussi, voilà, vous n'hésitez pas. Je voulais savoir sur quelle expo vous travaillez après. Là, on est en train de travailler parce que ce sont les 10 ans de la gouttière, figurez-vous. Ouais. Cette année, puisqu'on a démarré en 2009, on travaille sur une exposition qui s'appelle Les héros de la gouttière. Et où cette fois-ci, voilà, une exposition Les héros de la gouttière sur laquelle on est parti de l'idée que vos visiteurs de bibliothèque en particulier ne rentraient pas tous par groupe d'âge. Genre, voilà, c'est jeudi après-midi, si on a entre 4 et 6 ans, on y va, mais les autres ne viennent pas. Et donc, on fait une proposition, là aussi, de panneaux interactifs. On travaille beaucoup sur de l'autoportance et sur du mobilier. Là, c'est un de nos avenirs, là, actuellement. Vous avez tous et toutes des problèmes avec ça, les murs, les cimaises, sur quoi on met les choses. Donc, on travaille sur des modules en bois, emboîtables, ce qui permet de les configurer de façon différente et à des hauteurs différentes. Et là, on travaille sur une exposition avec des jeux entièrement renouvelés. Systématiquement, chaque panneau, il y a une interactivité. Revêtement Velleda pour apprendre des petits concepts, magnettes, scratch, petits jeux d'enquête. Et donc là, c'est une exposition qui couvre l'ensemble des âges, j'ai envie de dire de 2 ans au tout public, puisque si une bande dessinée jeunesse pour les 12-14 est réussie, c'est que c'est une bande dessinée tout public. Tintin, aujourd'hui, serait une bande dessinée jeunesse si elle sortait maintenant, vu le genre de thème abordé et le mode narratif, et c'est une bande dessinée tout public. Donc on est là-dessus et elle sortira sur les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Donc bien évidemment, je vous invite à venir les 1er et 2 juin à Amiens. L'entrée est à 3 €. 90 auteurs, 12 expositions, des animations, des rencontres, des débats, du dessin live. Là aussi, toute la programmation, je la ferai transiter pour que vous ayez... Et il y aura l'exposition Les héros de la gouttière qui sera dedans, mais après elle circulera bien évidemment. Donc ce volet médiation, on m'a merci déjà. C'est ça, on fait toujours comme ça dans des rencontres publiques, il y a quelqu'un, en fait on croit que c'est une personne innocente et en fait c'est une complice. C'est une complice. Et en plus, il y a un livret pédagogique. Et en plus, il y a des livrets pédagogiques avec chaque exposition qu'on peut laisser aux jeunes visiteurs. Voilà. En effet. D'autres échos, retours, visions de la gouttière. Nous travaillons sur la médiathèque de Créteil, et c'est vrai que nous avons plusieurs livres donc, de la gouttière, Anouki, Petit Poilu, beaucoup, enfin... C'est pas notre petit poilu. Je vous donne le micro aussi pour la captation. Donc voilà, donc moi j'apprécie beaucoup les livres sans texte, des BD sans texte, pour pouvoir les donner aux plus petits, pour qu'ils se fassent un monde pour eux, qu'ils se retrouvent dans une bande dessinée, qu'ils fassent leur propre histoire. Et je trouve ça génial en fait, je trouve cette idée très très bonne et il faut en faire plus, beaucoup plus. On parlerait de ça aussi. Bravo pour les crocs aussi. C'est pas pour les petits, mais c'est très bien. Alors sur le temps qui nous sera imparti, évidemment, faisons un focus sur cette question du sans-texte. Ouais. On était frustrés donc qu'il n'y en ait pas plus. On a eu la proposition d'Anouki qui à l'origine était destinée aux éditions du Puy. C'était au moment où la collection était démantelée. Les auteurs l'avaient envoyé, il y avait un préaccord et puis finalement le téléphone on répond plus, les mails on répond plus parce que c'était une période compliquée où la maison d'édition se disait c'était pour nous un échec, on n'a pas réussi à transmettre aux libraires et au-delà au public l'idée qu'il faille que ça s'installe. Bon, on arrête. Et donc on a été absolument fascinés par l'univers dès le premier tome. Donc Anouki, tout le monde le connaît Anouki ? Voilà, c'est dans nos têtes de gondole en effet, Enola, Anouki est super, c'est un petit peu les trois pôles sur lesquels le grand public se retrouve. On est dans des ventes tout à fait modestes et en même temps tout à fait honnêtes pour une série comme celle-là. On a fait une session de cette série en Amérique du Sud, qui a été publiée en Colombie, à Medellín. Mon banquier m'a appelé pour me demander si c'était un virement normal.
mais également en Chine. Elle vient de sortir en Chine, les 7 premiers tomes. Le 9e tome sortira l'année prochaine, donc peut-être je n'insiste pas plus que ça sur celle-ci, si ce n'est que de toutes nos séries, c'est celle sur laquelle il y a le plus d'outils de médiation existants. Ça va même jusqu'à une application gratuite, alors qui vient d'être enlevée temporairement là, de la plateforme Apple, mais en tout cas qui est disponible sur Android. Donc sur tablette Android, vous téléchargez, vous pouvez faire de la bande dessinée avec. C'est une bibliothèque départementale, celle de la Somme, qui a investi là-dessus, qui a eu un financement européen, un financement régional, pour qu'il existe un outil. Et ce qui est formidable avec cet outil, c'est que ça n'enlève pas le lien au livre, ça lie énormément, et tous les gens qui l'ont utilisé en atelier ont systématiquement couplé ça avec des ateliers, avec des auteurs ou avec des médiateurs, parce que c'est une porte d'entrée, comme le jeu vidéo peut parfois être une porte d'entrée vers des mondes de livres. Si on attire avec des jeux vidéo sur l'heroic fantasy et que derrière on ouvre sur du roman et de la bande dessinée sur le sujet. Et donc cette appli est particulièrement intéressante aussi, et sa force c'est qu'elle est gratuite, donc effectivement facile à disséminer. Donc là-dessus il y a une exposition interactive, un kamishibai, un tapis narratif, un théâtre d'ombre sur la série. La grande force pour moi de cette série, d'une part, c'est la brillance du dessin. Effectivement, on est dans quelque chose de complètement virtuose de la part de Stéphane Selgas et de très 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 séduisant. Et puis également son lien au monde du livre jeunesse, puisque c'est un garçon qui a toute une production de très grande qualité. Il vient de sortir un livre incroyable chez Frimons qui s'appelle La Ligne. Je vous recommande chaudement aussi. Je fais même la promo pour le reste du monde. Et puis ces grands dessins qu'il utilise des fois ici, qui sont en une seule page, bref, c'est extrêmement brillant, virevoltant, avec dans chacun des livres une thématique, c'est-à-dire que dès le début les auteurs m'ont dit ce qu'on veut dans un outil, c'est qu'à chaque fois il lui arrive quelque chose qui le transforme, qui ne soit plus exactement le même que celui qu'il était lorsque il est rentré dans l'album. Alors celui-là, Grand Pied, qui fait partie de mes favoris avec le tome 3, le coup du lapin. Dans celui-ci, ce sont les préjugés face à une créature, une sorte de Sasquatch, de Yeti américain. Et il est persuadé que cet animal va en vouloir à sa peau, et puis voilà, ça va finir de façon extrêmement tendre. On a même un tome qui me parle de l'égalité garçon-fille, avec la grande course du printemps, et ce personnage féminin de Nuna qui a été introduit dès le tome 2 est extrêmement impressionnant dans sa vitalité et dans son importance dans la série. Bref, c'est effectivement notre locomotive jeunesse. Une des séries, peut-être à laquelle je ne vais pas dire que je tiens plus à une qu'à une autre, mais dans les singularités, et là c'est le tout début, il y a clairement Myrmidon. Myrmidon, c'est une bande dessinée qui m'a permis, non pas d'apprendre la bande dessinée, mais de parler de bande dessinée à un ancien ministre du Travail, et donc de lui expliquer pourquoi c'était absolument génial une bande dessinée comme celle-ci. Alors là, il faut que je la manipule avec le micro en même temps. Je peux m'autoriser à faire un peu de sans micro? Non, pas. Oh, mais je peux être de façon extrêmement plus volontaire et naturelle. Donc Myrmidon, format à l'italienne, Thierry Martin, c'est le brillantissime adaptateur du roman de Renard chez Delcourt. Et puis tout son travail, toute sa vie est une merveille. Acheter également son recueil hors cadre aux éditions Black and White, c'est sidérant. Il est en train de travailler sur un Mickey, et c'est plus que mérité. Donc format à l'italienne, très peu d'images par page, et en particulier cette page. Pour moi, je pense que je pourrais faire une demi-journée de formation en ligne sur cette page. Aussi, décidément, j'ai le temps long. Un enfant de 2 ans, de 18 mois, de 2 ans, de 2 ans et demi, 3 ans, qui n'a pas été confronté à la bande dessinée, ne voit pas 2 cases ici. Je ne sais pas si vous les voyez pour celles qui sont plus loin. Mais il voit 2 arbres côte à côte, certes identiques, mais côte à côte. Si on passe un peu de temps à dire, vois-tu, cet arbre, c'est exactement le même que l'autre, et ils ne sont pas à côté l'un de l'autre, c'est le même endroit, mais le temps a passé. Regarde, il y a une zone blanche entre les deux. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments? Dès que l'enfant conceptualise que Myrmidon est entré dans la vignette, il a fabriqué toutes les images interstitielles. On ne peut pas comprendre un récit en bande dessinée si on ne fabrique pas tout ce qu'il y a dans la zone blanche entre les deux, dans cette gouttière entre les deux. La maison d'édition, je voulais l'appeler du blanc entre les images. C'est pas mal, mais alors pour faire des logos, c'est un truc, c'est pas fluide. Donc, dès qu'il conceptualise ça, il a accès à la séquence, et hop, quand on arrive à la page suivante, au lieu de voir 4 personnages côte à côte et 4 arbres côte à côte comme le début d'une forêt, il a accès au récit et à la narration. Myrmidon regarde le chapeau, saute, s'accroche à la ficelle casse.
Alors, ça pourrait être très ennuyeux, parce que là, il ne s'est rien passé. J'en suis déjà à 3 pages, juste pour un personnage qui voit un chapeau qui saute et la ficelle casse. Ce qu'on ferait sur une page de bande dessinée conventionnelle à 8-12 images, ben, ce serait fait et on n'en parlons plus. Et la trouvaille, il fallait une trouvaille artistique, et ça rejoindra la question d'où il en faudrait beaucoup plus des bandes dessinées sans texte. La trouvaille artistique, c'est la suivante. Myrmidon se promène en pyjama, quand il croise un costume, il l'enfile, et dès qu'il l'a enfilé, il bascule dans le monde imaginaire qui va avec. Ce qui permet de ne pas avoir à présenter de dramaturgie. Une bande dessinée, et ça arrive même des fois sur un tome entier de bande dessinée, c'est de la présentation, c'est le contexte, qu'est-ce qui va se passer. Là, grâce à cette astuce qui fait un peu penser à Little Nemo, le personnage, dès qu'il a enfilé le costume de cow-boy, il peut y avoir une flèche, s'il y a une flèche, il peut y en avoir plein, le sol peut se mettre à trembler, un cheval peut sortir de terre, des indiens, et ainsi de suite. Et à la fin, systématiquement, on aura le mouvement arrière, où il va perdre le costume et revenir à l'état de nature. On en est à 6 tomes aujourd'hui, avec des univers différents, et ça fonctionne du feu de Dieu suffisamment pour que la Chine aussi, cette série est sortie en Chine, et là en Corée du Sud, parce qu'on est les seuls au monde, voilà, on est les leaders mondiaux d'un marché qui n'existe pas, à proposer de la bande dessinée pour les 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi. Et ça fonctionne, c'est-à-dire vous le mettez dans la main des enfants, mais après comment l'accompagne-t-on du côté bibliothécaire? Eh bien c'est assez simple, les parents stressent, et n'achètent pas le livre en librairie, ou certains bibliothécaires se disent mais comment je peux accompagner une lecture? Mais en fait cet accompagnement c'est, et je reprends ces 2 images, c'est qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que moi je comprends, qu'est-ce que toi tu comprends? À ton avis, qu'est-ce qu'il fait là? À ton avis, quand le sol tremble ici, pour des zones, voilà, une fois qu'il a tout ça, donc il court, quand le sol tremble, à ton avis qu'est-ce qui va se passer? On le devine ou on ne le devine pas. Et il y a un cheval qui est sorti, et comme il n'est pas dessiné en couleur ce cheval, à ton avis c'est la vérité, c'est dans son imagination. Et une fois que vous avez fait cette lecture-là, du type voilà ce que moi je comprends, voilà ce que toi tu comprends, une fois que vous arrivez au bout de ça, eh l'enfant reprend la bande dessinée seule et est autonome et a accès, et c'est le seul médium, le livre, sur lequel l'enfant est entièrement autonome sur une lecture à partir de, alors, selon son âge et selon la qualité de votre accompagnement, a accès de façon autonome à de la lecture. Autrement dit, c'est un outil surpuissant dans l'intervention initiale de Marc, et cette idée que ça peut être un sauveur de quelque chose, alors sauveur je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un outil surpuissant pour donner confiance à les enfants, leur donner des plaisirs de lecture, parce qu'en plus c'est super drôle, toutes les histoires sont extrêmement... à chaque fois il y a un petit truc, un truc différent qui ramène... Et donc, et en plus, et le dernier avantage produit, le plus produit du livre, c'est le format à l'italienne. On ne l'avait pas complètement compris comme ça, on le voulait surtout un peu plus petit pour des petites mains, mais derrière, quand on a commencé à travailler avec des enseignants, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit toute notre problématique de classe maternelle est la suivante, l'avant et l'après. C'est pas gauche-droite et haut et bas, c'est avant-après. Temporellement, qu'est-ce qui se passe avant la classe, qu'est-ce qu'on va faire après, et puis qu'est-ce qui arrive avant sur une ligne, quand on va commencer à écrire des mots, et qu'est-ce qui arrive après. Et grâce à ça, puisqu'il n'y a pas de vignettes les unes en dessous des autres, ou simultanément de vignettes en dessous les unes des autres, on a une narration qui n'est que dans l'avant-après, et qui permet de se repérer dans l'espace. On commence le livre là où il y a la couverture, du côté de la couverture, c'est l'avant, ça deviendra la gauche plus tard, et on va vers le sens de narration. Et donc c'est aussi un outil éducatif assez énorme. Voilà, je sais pas, j'ai survendu peut-être. Et alors le dernier, mais oui il est magnifique le dernier, mais oui. Non mais on change encore point de vue, puisque là on escalade la montagne. Oui, dites-nous. Je disais que le dernier Myrmidon est la tête de la montagne. Voilà, et là il est très fort parce qu'il est encore différent des autres, puisqu'on peut encore le tourner autrement, puisqu'on escalade, donc il est encore, je trouve que il est encore plus abouti que les autres. Ce qui est étrange dans Myrmidon, c'est que c'est à la fois une bande dessinée pour les très jeunes, c'est une bande dessinée extrêmement lisible et complètement expérimentale en effet. Dans Myrmidon, dans celui et le chevalier, il y a un jeu carrément sur les codes de la bande dessinée. Avec son épée, il tape dans le bord de la case, ça casse la case, il se retrouve coincé et il va creuser dans le sol pour arriver dans la grotte du dragon. Dans celui, effectivement dans le dernier, il y a un travail sur la verticalité, les auteurs ont eu envie de se dire mais on est dans la montagne, une montagne c'est en haut, le vertical ça ne va pas. Et si on incitait les jeunes à tourner le livre une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire c'est pratiquement de loup-bapeau, de la bande dessinée potentielle, mais pour la jeunesse. Donc effectivement c'est un chef-d'œuvre, achetez-en beaucoup. Bah, c'est un peu ça. Parce que, mais là c'est la partie militante qui parle, c'est que c'est très difficile,
puisque ça n'existe pas chez d'autres, l'humain est infiniment conservateur, il n'est pas que dans la grotte primitive qui se cachait, qui mettait le dos à la grotte, l'humain est conservateur, il n'en a jamais acheté avant, donc pourquoi est-ce que, même si on lui dit que c'est bien, est-ce qu'on prendrait le risque d'aller sur un mode narratif qu'il ne connaît pas? Et puis effectivement, cette question de la médiation, expliquer aux parents qu'ils ne sont pas illettrés sur le plan de l'image, iconique, comme dit Benoît Peters, c'est-à-dire dans l'incompréhension du médium, et effectivement, là, c'est là où vous avez un rôle à jouer. Alors, il y a d'autres bandes dessinées jeunesse dans le cadre de ce catalogue. Bien évidemment, il y a les 3 albums dont on a parlé qui sont Passe-Passe, Dessus-Dessous, et je crois que j'ai vu un Dessus-Dessous. Dessus-Dessous et le récent Pas de deux, de l'extraordinaire David. Alors, Passe-Passe, on a été sélectionné en fauve jeunesse à Angoulême. C'est une bande dessinée à la fois terrible et merveilleuse sur la disparition et sur la mort, puisqu'il s'agit du lien entre une petite fille et une grand-mère. Et cette petite fille et cette grand-mère vivent des choses ensemble au fil des pages, et petit à petit, les couleurs de la grand-mère se transfèrent à un papillon, on est dans la métempsychose, et puis même ses traits à la fin vont jusqu'à s'effacer, et ça pose une question assez merveilleuse: qu'est-ce qu'il reste des gens quand les gens ne sont plus là? Grosso modo, la qualité des couleurs, des choses qu'on a vécues avec eux. Donc c'est une bande dessinée très forte sur cette thématique-là, et ensuite les auteurs ont continué à travailler sur d'autres thématiques super fortes, comme par exemple comment se débarrasser d'une taupe dans un jardin, et très drôle également, un travail sur le haut, et surtout protéger la taupe. Mais vous les connaissez toutes. Non, il y en a qui ne connaissent pas. Je ne l'ai pas prise, c'était limite de la valise et du temps que j'avais devant moi, mais c'est Linette. Je vous recommande chaudissimement la série Linette. Le tome 2 va sortir en tout début avril. Le titre à lui seul, je pense que c'est un des plus grands titres, à mon sens, de l'histoire de la bande dessinée. Ça s'appelle Le Dragon Saucisse. Le premier s'appelait Les pieds qui poussent, donc je ne sais pas, dans le catalogue c'est avant Lily Crochette. Voilà, vous l'avez, Linette. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de bandes dessinées sans texte que ça? C'est que la narration en bande dessinée sans texte est complexe. Si vous voulez faire passer de l'émotion et que vous rajoutez un texte et que vous dites et alors son cœur se brisa, et voilà, vous rentrez dans ça. Si vous voulez que le cœur d'un personnage qui ne parle pas du tout se brise, vous en avez pour 5 ou 6 pages, et c'est extrêmement technique. Donc trouver des idées fortes en bande dessinée jeunesse, c'est compliqué. Dès qu'on s'est mis à faire de la bande dessinée jeunesse, on a reçu plein de projets d'auteurs qui étaient sympathiques, mais qui consistaient essentiellement à déplacer des personnages sans texte, de façon parfois très efficace, mais à réussir à trouver une idée forte, comme Anouki, forte comme Myrmidon, forte comme les histoires de David et Delphine Cuvel. Ce n'est pas simple. Et Linette nous a séduit. L'idée forte de Linette, c'est une petite famille ordinaire, ça pourrait être un peu un monde à la façon Bouleville, sauf que la mère n'est pas tout le temps en train de faire la cuisine. Linette a une énorme imagination. Dans le tome 1, elle voit qu'on utilise de l'engrais pour faire pousser les plantes. Elle voit que son papy est chauve. Elle se dit, peut-être si elle combinait les deux, peut-être ça pourrait l'aider. Malédiction, elle se renverse le liquide sur les pieds, elle les regarde, elle a eu les pieds qui poussent. Et donc elle va être embêtée avec ça, elle va tout renverser, elle va avoir des problèmes avec le chien, avec sa mère, elle ne veut pas que ça se voit. Et à la fin, elle remet les pieds dans l'eau, puis sa mère lui demande ce qu'elle fait, et puis non, il n'y avait rien. Et c'est très drôle, c'est très vif, c'est très, très malin. Et dans le Dragon Saucisse, c'est un jour de réception à la maison, il y a un barbecue, il y a des merguez, elle tente d'en manger un bout, c'est pas pour elle, et c'est le chien qui l'attrape et qui se transforme à ses yeux en un dragon qui va commencer à mettre le feu à des nains de jardin, au massif de plantes. C'est drôlissime, c'est merveilleusement raconté, et on est vraiment très très fiers, très contents en plus de travailler avec Jean-Philippe Perrault, qui est là, un garçon là, dans les années effectivement où je fréquentais les allées de Nation. Voilà, c'était l'émergence de la comédie illustrée de son travail. Il est très fort dans tous les styles et en jeunesse, il est très fort aussi. Donc voilà un peu pour un panorama sur cette dimension de la bande dessinée sans texte. Ensuite, rapidement, parce qu'on avait des bandes dessinées pour les un peu plus grands qui sont arrivées un peu plus vite, et Nola, on en reparlera, on s'est aperçu qu'il nous manquait quelque chose dans ce segment justement du primo-lecteur, de l'enfant qui a pris assez confiance pour commencer à lire seul. Et donc c'est le même segment entre guillemets que Anna du côté des éditions Largo, qui ont eu le même questionnement que nous, le lecteur de demain, comment est-ce qu'on fait, donc qui ont utilisé Picobog et sa notoriété et l'envie des auteurs d'aller travailler sur ce terrain pour proposer une bande dessinée, format à l'italienne, donc avec moins de cases, moins de densité narrative qu'un récit plus lourd. Et ils ont eu les mêmes difficultés. Anna,
à trouver son lectorat. Les autres séries ont eu beaucoup plus de mal. Mais il n'empêche, là aussi, de façon très, très militante en ce qui nous concerne, dès qu'on a vu Trappeur de rien, on a sauté dessus. C'est drôlissime. Pour moi, c'est un croisement improbable entre le travail de Lewis Trondheim et puis le classicisme des Schtroumpfs. Ce sont les histoires de 3 trappeurs qui vivent dans une sorte d'ouest canadien. Et celui de droite ici, Croquette, mais ça ne s'écrit pas comme des croquettes, plutôt comme des croquettes. Les autres le prennent pour un grand chasseur, et lui sait qu'il n'a jamais tué d'animal, ou alors il n'a vraiment pas fait exprès. Et la toque qu'il a sur la tête, en fait, est un raton laveur vivant. Et il n'a qu'une inquiétude, ce Croquette, c'est dire à ses amis que non, il n'est pas celui qu'il croit. Et je spoil complètement le tome 1, mais ça finit sur cette merveilleuse maxime, c'est on ne déçoit jamais de vrais amis. Il est super. Je vous fais l'écho des commentaires qui nous arrivent. Dans cette même veine, on a eu une proposition d'Olivier Suppiot, qu'on adore aussi depuis de longues années, et de Joris Chamblin, donc, connu pour les carnets de cerises, et qui a eu envie de travailler sur un lectorat plus jeune. Et c'est la série Lily Crochet. Alors j'aurais dû prendre le tome du dernier. Mon pitch pour vendre le tome du dernier, c'est la couverture est tellement belle que quand vous achetez l'album, vous avez l'impression d'acheter un dessin original. C'est déjà très très sympa sur celui-là. Olivier Suppiot, couleur directe, c'est extrêmement péchu, c'est extrêmement drôle, et c'est une héroïne très positive. Elle s'appelle Elisabeth, c'est la fille du gouverneur, elle a un petit défaut ou une petite qualité. Où est-ce que j'ai vu un article hier disant que si vos enfants sont sages, c'est qu'ils ont un problème. Donc elle n'est pas sage. En fait, elle est sympa, mais il ne faut surtout pas qu'on lui dise non pour rien. Et donc dès qu'on lui dit non, elle trouve des solutions pour contrer son père, sa gouvernante, ou le monde autour d'elle, ou les pirates qui des fois attaquent son père gouverneur. Elle se transforme en Lily Crochette, en piratesse, Lily Crochette et Monsieur Mouche, et ce Monsieur Mouche étant le petit oiseau qui l'accompagne. C'est le 5e tome qui sortira. Il y a aussi une exposition de médiation qu'on a créée sur le sujet, l'Expo Pirate, et l'expo est super. Et puis, en fait, Trappeur de rien a donné envie à Joris Chamblin et à Olivier Suppiot de faire ça. Et puis ces 2 livres-là ont donné envie à un garçon dont on était absolument fan du travail, Renaud Dilly, ou Dilliès, voilà, je ne sais pas comment vous le prononcez, Abélard, chef-d'œuvre, il faut absolument qu'il soit dans vos bibliothèques, entre autres. Et donc ce Renaud Dilly a vu ce format et nous a fait une proposition. À partir d'un malentendu, un jour il parle d'une histoire à un copain en disant ouais, je vais raconter une histoire d'épouvantail. Et au bout de la conversation, le type lui dit c'est vraiment génial le titre que tu as trouvé, l'épouvantail. Non, j'ai pas dit ça, je suis enrhumé, non, j'ai pas dit ça. Et puis finalement, l'épouvantail, ça a fait son chemin, et puis un jour, on a reçu cette proposition absolument merveilleuse. Voici l'épouvantail. Alors c'est peut-être dur pour un lecteur, on dit souvent la bande dessinée animalière par exemple, il y aurait moins de gens qui les achètent parce que c'est dur de s'identifier avec un canard. C'est d'ailleurs pour ça que Mickey n'a jamais fonctionné, c'est bien connu. Et là on nous a dit, attendez, un épouvantail, vous voulez quand même pas que le lecteur se dise waouh, c'est une bande dessinée qui parle de moi. Et bizarrement, de façon très poétique, on dit souvent poétique autour de tout le travail de Renaud Dilly. Je sais pas comment il fait avec le trait, il a un trait oblique, très original. Eh bien, on est dans cette poésie, dans cette féerie du trait, et on a tellement aimé faire ce livre que tout de suite, on en a fait un deuxième avec lui, il sortira en juin, et il s'appelle Fleur. Et toute la thématique de cette série-là, ça va être l'assignation des rôles. C'est-à-dire comment on fait quand on est un épouvantail qui n'épouvante pas. Transposable à énormément de situations de la vie. Alors je l'ai amené par erreur, non pas par erreur parce que je l'aime pas, mais par erreur parce que c'était pas une grande série au sens grande série, c'est un album dont on est super fier, il est sorti en janvier. Il n'y a pas grand monde qui l'a vu, il n'y a pas grand monde qui a osé le lire, mais quand même Alfred, une pointure, et Régis Lejon qui est une pointure dans le monde de l'illustration jeunesse, on fait Magie, c'est super drôle, et voilà, c'est super drôle. Et on arrive ensuite aux bandes dessinées, cette fois-ci avec texte, pour lesquels il y aurait un lectorat préétabli, là où pour le reste, il s'agit de façon très immodeste de dire on a raison contre le monde entier, on va vous convaincre qu'il y a des bandes dessinées pour vous et qu'elles sont en qualité. Et là, la chance qu'on a eue, c'était la rencontre avec Joris Chamblin. Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter la toute petite anecdote du comment cette bande dessinée nous est arrivée. Joris Chamblin avait déjà plus que début de notoriété avec... Alors je ne sais plus si on était au tome 1 ou au tome 2 déjà des carnets de cerises. Et comme j'ai fabriqué plein d'enfants pour être sûr d'avoir des testeurs réguliers à travers le temps. Et donc ils avaient adoré le lire, j'avais adoré le lire. Et un jour, simplement sur Facebook, il like une de nos publications. Je lui envoie un message privé exclusivement pour le féliciter et le remercier d'avoir créé cette bande dessinée et donc de nous donner nous en tant que médiateur un nouvel outil pour faire la promotion du livre. Et là il s'intéresse, ah vous êtes une maison d'édition, oui,
Vous faites de la jeunesse, ah non, que de la bande dessinée. Et ah, j'ai un projet jeunesse, je peux le changer en bande dessinée. Je me suis dit, ça c'est quelqu'un qui a usurpé son compte, c'est pas possible. C'est pas l'auteur des Carnets Cerises qui me dit qu'il peut transformer un projet juste parce que je lui dis que je fais de la bande dessinée. Je vous envoie le scénario demain. Et le lendemain, il avait effectivement réécrit ce projet d'album jeunesse qu'il avait avec Lucille Thibaudier, qui avait déjà été une bande dessinée dans une vie antérieure. Et évidemment, on a eu envie de le faire tout de suite. La bande dessinée avec le pitch le plus simple du monde, ce sont les aventures d'une vétérinaire pour animaux fantastiques. Tout est dit. Si votre griffon a une araignée au plafond, si votre gargouille part en vadrouille, si votre licorne dépasse les bornes, elle est là pour vous. Très, très, très chouette sur la... Alors c'est un attrape-lecteur au sens où ça donne envie de lire les autres. C'est également une bande dessinée qui questionne cette histoire de la relation entre le monde du vivant et l'humain. Donc le 5e tome vient de sortir. Une histoire de loup-garou avec une problématique inversée, c'est-à-dire qu'elle est normalement Enola est là pour défendre et pour soigner des animaux, mais est-ce qu'on peut vraiment soigner un humain qui se transforme en animal? Ça va complètement à l'inverse de son éthique, donc elle va devoir trouver une solution pour s'approcher de ça. La bande dessinée vient de sortir dans toutes les bonnes librairies et en rayon, je l'ai vu tout à l'heure. L'autre grande chance qu'on a eue, mais on a que les chances qu'on se donne, paraît-il, ça aura été c'est la série Super. Une expo là-dessus, non? C'est en cours. Donc, sur ce travail des héros de la Gouttière, il y a une exposition, mais il en existe déjà une aussi que les auteurs font circuler. Donc dans nos liens, vous aurez un lien vers ça également. C'est la bulle. Non, c'est pas la bulle qui le jette, celui-là. Ah ouais, Ouais. Donc, les aventures de 3 enfants qui ont été débarqués sur Terre par des parents qui, semble-t-il, sont des crapules de l'espace, ou des bandits de l'espace, ou des rebelles de l'espace. L'histoire ne le dit pas au début. Ces enfants ont des petits super pouvoirs, vont devoir tenir sur Terre, et ils vont chaque année probablement de ville en ville, et là on les prend au début à une rentrée scolaire, le grand est au collège, les petits sont à l'école. Et est-ce qu'on peut vraiment avoir une vie ordinaire s'il n'y a personne pour décider si c'est ravioli tous les jours ou pas, ou personne pour les réunions parents-prof? Et à partir de problématiques comme celle-là, c'est-à-dire plus belle la vie au collège, pour les super-héros, ça c'est mon pitch secret de l'histoire, ce sont des réfugiés. Et puis qu'est-ce que c'est que de se sentir différent quand on est au milieu des autres et qu'on leur ressemble? Et c'est là que l'identification avec les jeunes lecteurs est absolument évidente et directe. Et puis le talent de Frédéric Maupaumé, c'est-à-dire ce garçon qui a fait de la bande dessinée sans texte avec Anouki, le jour où il s'est mis à dialoguer, on s'est aperçu qu'il avait une faculté assez inouïe à mettre des paroles vraies dans la bouche des gens. C'est à la fois drôle, péchu. Tout ne va pas bien entre ses enfants, tout ne va pas bien entre eux et le reste du monde, tout ne va pas bien en général, et en même temps, une dynamique, il y a une folie dans tout ça. Bande dessinée, c'est notre première bande dessinée éditée aux États-Unis, et elle a été éditée par Top Shelf, qui est quand même chez IDW Publishing, le 4e plus grand éditeur américain, qui est la collection Elite, dans laquelle sortent les livres de Craig Thompson. Donc on est extrêmement fiers de cette première sortie aux States. Les lecteurs aiment beaucoup. Là, c'est un piège, c'est un merveilleux piège à lecteur. Petit format, grosse pagination, 112 pages, on passe à 120 sur les autres tomes, grand imaginaire, identification, dramaturgie, enfin bref, rythme, c'est assez formidable. Les super pouvoirs ne sont qu'une façon de les différencier du reste du monde, mais le centre n'est pas là. Le centre, c'est qu'est-ce qui constitue une famille lorsque, par exemple, les parents ne sont plus là. Et comme cette question des parents, de toute évidence, Thierry Pott, le scénariste, il nous a fait une autre proposition avec Aude Soleillac, ça c'est génial, nous le dit-on au premier rang. Il est bien le premier rang. Peut-être que vous dites c'est génial à chaque fois aussi d'ailleurs, mais c'est ça. La série 16, on adorait le travail d'Aude Soleillac depuis qu'elle a sorti Le Tour du Monde en 80 jours, adaptation de Jules Verne. Et on avait vraiment très envie de travailler avec elle un jour. Et Frédéric Maupaumé nous a fait une proposition de scénario avec une histoire qui démarre de façon assez dure, puisqu'il s'agit d'une petite fille de 6 ans en train de verser les cendres de son père qui vient de mourir dans la mer. Et du coin de l'œil, elle voit apparaître 3 pirates, elle est la seule à les voir. Et ils vont meubler un petit peu sa solitude. 7 ans plus tard, on la retrouve. Vie quotidienne, là aussi, comme dans les super, c'est comment on fait pour payer les traites en fin de mois. La maman travaille, elle était magicienne. Et petit à petit, cette Sixtine va partir à la quête de ses origines, à la quête de ce qui la constitue, de la raison pour laquelle elle a perdu le lien avec sa famille paternelle. C'est une très belle histoire, très forte, très tendre dans les relations mère-fille également, et très dure dans les relations mère-fille. Il n'est pas facile à proposer en fait, au départ. Je suis entièrement d'accord. Déjà une histoire où on vous dit, voilà, ça démarre, voilà, c'est les cendres du père dans la mer. Ouais, je voulais quelque chose de plus bas.
Et puisque décidément la mort c'est notre truc, on s'est dit qu'on allait ouvrir une collection. Alors, il y a quand même Les enfants et la mort. Undertaker et... Oui, mais pas pour les jeunes. Parce qu'on a aussi une autre bande dessinée qui est formidable sur cette question de la disparition, qui s'appelle La Petite Famille, réédition en un tome d'un chef-d'œuvre d'Olivier Elisano, qui est aussi sur cette thématique-là. Et on s'est dit qu'on devait attirer. Et là, donc je ne m'en suis pas vanté sur les super, mais je vais m'en vanter avec celui-là. Nous avons remporté pour la deuxième fois en 3 ans le prix de la meilleure bande dessinée jeunesse de l'année auprès, excusez du peu, de l'ACBD, de l'Association des critiques de bande dessinée, les 95 journalistes les plus prolifiques et les plus connaisseurs de la bande dessinée, qui lisent les 300 à peu près, 360 bandes dessinées jeunesse qui sortent chaque année, ont trouvé 2 fois en 3 ans, c'était nous les meilleurs. C'était de devenir immodeste, mais ça aide. Léa Mazet à suivre. Léa Mazet, déjà son premier livre, Nora, avait remporté pas mal de prix, en particulier le prix Tibet à 3. Et puis là, elle nous a fait cette proposition de polar, un triptyque, Les Crocs, ce sont des jumeaux, et leurs parents s'occupent d'un cimetière. Voilà. Et là aussi, dans la série La Différence, c'est comment se sentir différent au milieu des autres. Forcément, tout le monde au collège, tout le monde se moque d'eux, sur l'odeur qu'ils prennent en particulier. Et donc, ça ne se passe pas bien. Et ça ne se passe pas bien à la maison non plus. Les parents adoreraient avoir des enfants calmes, mais ils ne sont pas super calmes. Et donc, ces enfants vont trouver comme échappatoire une enquête que va leur proposer le graveur, qui travaille dans le cimetière et qui va, un peu pour se débarrasser d'eux, va leur dire regardez, il y a des croix sur les tombes, ça doit vouloir dire quelque chose, cherchez. Et puis à force de chercher, il arrive que l'on trouve. Et le final de ce livre est un cliffhanger. Et puis le dessin, et puis la couleur de Léa Mazet. Elle est formidable. Petite anecdote, Léa Mazet, elle avait 24 ans lorsqu'on l'a vue pour la première fois. Elle sortait d'école de dessin. Et le livre Nora qu'on a publié, c'était son travail de fin d'année. Et donc elle a fait un travail de fin d'année à 90 pages. Elle nous le fait lire, on trouve ça formidable. On lui propose une scène à changer au milieu et de retravailler la fin. Et on se dit qu'on va probablement signer le livre. Et là, on n'a plus de nouvelles d'elle. On se dit peut-être qu'on l'a contrariée, elle est jeune, on ne sait pas. Et très peu de temps après, on reçoit redessiner toutes ces scènes-là, formidables. Et moi, j'en ai des frissons, rien qu'y penser, sur la fin de Nora. Et là, elle me dit, ok, je signe, mais je redessine tout. Et elle avait raison. C'est-à-dire qu'elle avait déjà dans sa tête tellement de maturité, c'était publiable, vraiment, qu'elle s'est dit, je n'en suis déjà plus là, je peux faire mieux. Donc c'était déjà à tomber par terre. Dans la foulée, elle nous propose ce livre qui fait quand même meilleure bande dessinée de l'année, scénario et dessin. Et dans le même temps, elle sort un album chez Dargaud. Elle m'a voilà, une vidéo, un diptyque. Effectivement, c'est dire l'intensité du talent de cette jeune femme. Et puis, dans les bandes dessinées, alors, dire qu'on en est super fiers, ça serait peu. C'est Philippine Loma. Il y a très peu de polar jeunesse. On peut parler de Jérôme Clagé-Rambloge, qui est vraiment le standard. Mais après, voilà, pour la jeunesse, le polar. Et on a rencontré sur Amiens un garçon qui a beaucoup écrit pour la collection noire, et y compris pour la souris noire, pour la dimension jeunesse, et qui n'avait jamais fait de bande dessinée. Enfin si, il avait fait des scénarios du Baron Noir, décidément tout noir, avec Gott, pendant des années où Gott n'avait pas d'inspiration. Il avait écrit pas mal de strips pour lui dans la presse. Et ce garçon écrit aussi pour le théâtre. Et là, rencontrant une jeune génération de dessinateurs, il a eu envie d'adapter son écriture, qui est très très à la Audiard, disons, de l'adapter au monde de la bande dessinée. Et puis un jeune dessinateur, Damien lui aussi, Greg Blondin, s'est pris au jeu. On va sortir le 4e tome là. C'est une série très ancrée sur le plan sociétal. Le premier traite de la question du racket, le deuxième de la manipulation par les sentiments, la manipulation possible des adolescents par les sentiments. Et ce personnage de Philippine est assez incroyable. Forcément, elle a 13 ans, donc détective privé, ça ne marche pas en termes de profession. Donc elle troque ses enquêtes contre des menus services. Alors parfois, oui, un téléphone qui est tombé du camion, mais plutôt une place au théâtre ou au concert ou pour un match. Enfin, et elle ne supporte pas l'injustice. Et donc dans chacun des albums, qui sont autoconclusifs, elle va aider comme ça quelqu'un. Et le 4e, ça fait 1 an et demi que l'écriture est en cours. Ça vient un peu en collision avec les questions MeToo. Mais il sortira en juin prochain. Et c'est une histoire de violence familiale. Elle tombe sur une jeune fille qui squatte. On a fait ce petit journal qui témoigne de ce livre-là. Elle tombe dans les jardins maraîchers amiénois sur une jeune fille qui découche. Et elle voit que cette jeune fille ne va pas bien. Elle la pousse dans ses retranchements jusqu'à ce que cette fille finisse par lui dire qu'effectivement à la maison, sa mère est victime de son nouveau compagnon. Et
Philippine va tout faire pour le faire tomber lui. Et c'est assez redoutable. Cette capacité qu'ont ces auteurs-là à rentrer dans des problématiques comme celle-là, tout en n'étant ni larmoyant, ni dans les clichés. Bref, vous la connaissez moins forcément. Alors je ne sais pas pourquoi, si. On a une maquette qui est un peu typée, puisque on est polar, elle est un peu typée, un peu à l'ancienne, un peu à puis il y a pas mal de lecteurs qui nous suivent sur Sixteen, sur Super, sur les crocs, qui des fois ne s'aperçoivent même pas que c'est chez nous, mais je vous la conseille chaudement. Vous l'aurez compris. Pascal, merci. En tout cas, c'était passionnant. Et du coup, ça incite vraiment à se plonger dans ton catalogue. Parce que c'est très intelligent en fait. Voilà. Et je n'avais pas perçu, moi personnellement, pour les tout petits, notamment le myrmidon. Je trouve ça mais vraiment intéressant. Et du coup, ça nous ouvre pas mal de portes, quoi. Mais ça ne passe que par cette relation directe. Je donnais une anecdote. Le libraire amiénois généraliste, qui est devenu fan d'Anouki, puis après de Myrmidon, a un rayon jeunesse et un rayon bande dessinée. Donc il s'est décidé à le mettre des deux côtés pour voir. Et en jeunesse, les gens le prenaient en regardant la couverture et en s'y intéressant. Et en bande dessinée, systématiquement, ça pouvait partir à condition qu'il y ait une action du libraire, c'est-à-dire qu'il y ait un conseil, une préconisation, qu'il y ait un petit peu. Mais cette scène que j'ai faite avec vous en vous disant les deux premières images, le blanc entre les images, l'enfant ne voit que. Quand on est sur salon, avec un stand, comme on sera là en S66 Livre Paris, c'est la première fois qu'on prend un salon individuel et pas qu'on n'est pas en salon collectif Picardie puis Hauts-de-France. Systématiquement, pas systématiquement, 9 fois sur 10, on raconte cette petite histoire et la personne à qui on vient de dire ça achète le livre, qu'elle ait des enfants ou pas. C'est ça qui est extrêmement déroutant. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent ouais, c'est génial comme idée, je l'achète et je trouverai bien quelqu'un à qui l'offrir. Ou j'ai quelqu'un à qui l'offrir, neveu, nièce. Ou alors, non, c'est pour moi. J'ai compris quelque chose sur la bande dessinée, c'est pour moi. Mais ça ne peut passer que par une médiation humaine, puisque rien ne préexiste. Là, on est sur un terreau qui dépend du monde de la librairie, du monde de la bibliothèque. Et donc, vous voyez à quel point c'est Goliath, quoi. On veut vraiment un quelque chose, on est convaincu profondément, et on peut le faire. Merci Pascal. Merci à vous. Donc, voilà.